si je devais caractériser mon parcours, je dirais un enchaînement de hasard, de concours de circonstances, ou même un milieu de situations étranges. En fait, j'ai commencé ma carrière dans la fonction publique au ministère de la Défense. Et donc, je suis un ingénieur d'armement qui a mal tourné parce que je suis parti au ministère des Finances. Je suis un fonctionnaire qui a mal tourné parce que je suis parti en cabinet ministériel. Je suis tout simplement un fonctionnaire qui a mal tourné parce que je suis parti dans la banque. Enfin, je suis un banquier qui a mal tourné puisque je suis reparti dans l'industrie, au niveau de l'entreprise familiale qui est Hollow Group, que je dirige depuis 2004. Et puis, industriel qui a mal tourné, qui est tombé par hasard dans le syndicalisme patronal à travers, j'allais dire aussi, une rencontre avec Pierre Gattaz au détour d'un de ses déjeuners de campagne. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. Il m'écoute, moi je voudrais remettre des entrepreneurs dans des organisations du MEDEF, donc réfléchis-y, mais si tu as un petit peu de temps, dis-moi les sujets qui t'intéressent. Et comme j'ai cette chance d'être un industriel de province qui habite à Paris, il m'arrive de temps en temps à Paris d'avoir un peu de temps, donc il m'écoute, il y a deux sujets qui m'intéressent, c'est la fiscalité et le social. En fait, tu en fais ce que tu veux. Quelques semaines plus tard, il me proposait de rentrer dans la commission Relations du Travail, à l'époque présidée par Jean-François Pillard, éminente figure de cette maison. Bon, c'était intéressant, mais ça c'est pas grand-chose. C'était un soir d'août, de fin août 2014. Justement un coup de fil de Jean-François qui me dit écoute, on va faire une négociation sur le dialogue social. La doctrine ou la philosophie de Pierre Gattaz, c'est que ces négociations soient pilotées par des chefs d'entreprise. Et on a pensé à toi. Je ne vous cache pas ma surprise, parce que vous ne connaissez rien à la négociation interpro, pas grand-chose au BDF, et encore moins aux organisations. Et j'ai appliqué la même règle que je me suis appliquée dans toute ma vie, c'est quand on me fait une proposition qui a l'air intéressante, je commence par l'accepter, je réfléchis en se porter candidat, et me voilà embarqué depuis maintenant 2 ans dans ce formidable défi qui est cette grande maison de la métallurgie, de l'engagement, de la compétence, des territoires, des industriels extraordinaires aux 4 coins du pays, qui se battent pour faire vivre ou survivre l'industrie française malgré l'adversité, malgré l'incompréhension, malgré les difficultés économiques. Et puis, une petite année après, Pierre Gattaz me dit écoute, Jean-François Pillard va s'arrêter à la tête du pôle social, je souhaite qu'un industriel, un entrepreneur là aussi pilote cette commission et ce pôle, est-ce que tu accepterais de faire le job? Et donc, n'ayant pas changé d'avis depuis notre première conversation, savoir que le social m'intéresse, je lui ai dit oui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé depuis le début de l'année 2016 piloter le pôle social. Vous voyez un enchaînement de concours de circonstances. Pour ceux qui pensent à un plan de carrière, je pense avoir essayé de les démentir, n'ayez aucun doute sur le fait que ce qui m'est arrivé de mieux a toujours été par hasard. Par an, il y a la question de l'engagement. Je pense que vous êtes nombreux à le savoir, mais c'est vrai qu'être à la fois chef d'entreprise, patron de l'UMM et patron du pôle social, c'est une certaine exigence. Quand les gens me demandent qu'est-ce que ça représente, je dis c'est 3 mi-temps et ils ont parfois tous tendance à déborder un petit peu. Mais bon, c'est en même temps passionnant, et surtout c'est pour moi une formidable occasion d'essayer de rendre à la collectivité tout ce qu'elle m'a apporté. J'ai eu beaucoup de chance, je pense vous l'avoir décrit, des études d'ingénieur, plein d'opportunités qui se sont présentées, j'ai fait des choses passionnantes et extraordinaires. Mon père qui à un moment a décidé de me faire confiance pour me confier les rênes de l'entreprise familiale. J'avoue que pareil, quand il me les a proposés, je lui ai dit je ne suis pas sûr d'en être capable, il m'a dit moi non plus, mais la seule façon de répondre à la question c'est que tu essayes. On s'en est sorti, on est passé par des hauts et des bas là aussi, pour vous raconter une petite anecdote sur le parcours, c'est j'apprends la direction opérationnelle complète du groupe en 2004, et là le marché était très porteur, donc de 2004 à 2007 on a triplé le chiffre d'affaires. Comme on vient d'arriver, on se sent légitimement fier, comme on est lucide, on sait qu'on n'y est pas pour grand chose, et tout paraît raisonnablement facile. Et pour vous rappeler la réalité, entre 2007 et 2009, on a redivisé le chiffre d'affaires par 3, le marché par 4 et la production par 8. Donc on a appris à gérer des choses difficiles, à mesurer à quel point j'allais dire à la fois le dialogue social, l'engagement, la responsabilité, l'adhésion des salariés, c'est quelque chose de fondamental. Et quand on a à la fois la chance et la malchance d'opérer sur un marché cyclique, on sait qu'il y a une seule préoccupation, enfin on doit avoir 2 préoccupations. La première évidemment c'est de s'en sortir, donc de survivre. Et ça, on est quand même nombreux à réussir à le faire, c'est sans doute pas le plus difficile, mais il faut surtout en permanence veiller à ce qu'on soit en situation de repartir.
Ça veut dire de préserver le long terme, préserver la recherche et développement, préserver un minimum de capacité financière. Parce que dans le métier industriel, en général, quand l'activité repart, le besoin de financement augmente avec. Et donc autour de ces expériences, autour de ces idées, j'ai acquis la conviction que le dialogue social est quelque chose qui est absolument fondamental dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'une branche et je pense même dans la vie de notre pays. Et quand on parle de dialogue social, j'y reviendrai après, mais là aussi la dimension d'engagement, c'est le dossier que je n'ai pas ouvert et que je ne regarderai pas, comme souvent. Ne le dites surtout pas à mon assistante, elle va se désespérer. Et donc autour de cette idée du dialogue social et de l'engagement, c'est se dire quels sont les endroits ou quelles sont les choses que je pourrais faire pour essayer de rendre, j'allais dire, au pays, à la collectivité, à tous les gens qui m'ont donné ces formidables opportunités d'éducation, d'expérience professionnelle. Et il m'a semblé effectivement que le social, la grande maison de l'UMM, et puis aujourd'hui en partie le MEDEF, c'était des endroits où il était sans doute possible d'essayer de faire avancer les choses. Donc je pense que ce n'est ici un secret pour personne. Je crois au dialogue social. La question, c'est pas de croire au dialogue social, c'est quel dialogue social et quelles sont les conditions du succès. J'ai quelques conditions dans ce domaine. La première, c'est que le dialogue social doit d'abord, s'il veut fonctionner, s'appuyer sur une forme de diagnostic partagé, ou en tout cas d'avis pour l'ensemble des acteurs, que ce soit au niveau collectif d'une entreprise ou au-delà. La pérennité, le développement de l'entreprise est un bien commun, est un bien sacré dont tout le monde doit bénéficier, mais auquel tout le monde doit adhérer. Et tant que cette condition n'est pas remplie, on reste dans une espèce d'opposition trop souvent stérile, avec des débats qui sont parfois désespérants. Et donc le premier rôle et la première responsabilité, celle du chef d'entreprise ou du patron de fédération ou du patron de l'Interpro, c'est d'être capable de faire partager un certain nombre d'enjeux fondamentaux pour l'entreprise, pour la branche ou pour le pays, autour du développement économique. Tant que cette étape n'est pas franchie, je pense qu'on est structurellement sur des malentendus avec assez peu de chances de faire produire au dialogue social autre chose que du conflit, des petits accords de circonstances et plutôt des difficultés de la désespérance. Une fois qu'on a acquis cela, la deuxième chose, je pense, c'est la dimension du temps et la capacité qu'on a à créer de la confiance. Pour que le dialogue social fonctionne, il faut bien entendu pas être d'accord sur tout, je crois que vous le savez tous, quel que soit où on est, c'est dans la confrontation des idées, c'est dans le débat, c'est dans le désaccord que naissent sans doute les meilleures solutions possibles. Donc, dialoguer, avoir de la confiance, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout, loin s'en faut. Il faut être capable, en confiance, de se dire qu'on n'est pas d'accord. Mais il faut partager ses objectifs et il faut cette confiance indispensable à un dialogue social qui fonctionne. Et la grande difficulté qu'on a sans doute dans notre pays, et c'est malheureusement pas les échéances politiques actuelles qui vont faire changer d'avis, c'est que la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Et elle se construit dans le temps. Là aussi, une expérience que je veux partager avec vous. La première fois que je me suis assis dans le siège alors je ne sais pas en titre président, mais je me suis assis en face de mes représentants syndicaux chez Olot, au comité central d'entreprise. Et on m'avait fait que les relations étaient assez tendues. Et donc j'ai utilisé deux gros mots. J'ai utilisé le mot flexibilité, qui a suscité un émoi instantané, et j'ai utilisé un deuxième gros mot qui est capital. Je ne vous cache pas qu'au début, les réactions étaient relativement convenues, comme j'ai vu certains d'entre vous peuvent l'imaginer, et je n'ai pas renoncé. Et je leur expliquais en permanence et avec des mots que j'essayais de choisir en fonction des questions qui étaient posées. Premièrement, que nous étions sur un marché cyclique, qu'on le veuille ou non, il y avait des bons et des moins bons moments, et que si on n'était pas capable de s'adapter aux moins bons moments, on ne serait pas vivant pour les bons moments, et que donc, certes, je n'aurais plus d'entreprise, mais eux n'auraient plus de travail. Et que, pour être tout à fait honnête, j'avais, même si c'est injuste, sans doute compte tenu de ma formation, un tout petit peu plus de chances que d'en retrouver. Que donc nous partagions ce destin commun qui était d'abord et avant tout d'assurer la pérennité de l'entreprise. Et que donc ça demandait à la fois, quand ça allait bien, d'être capable de partager, et la France offre un certain nombre d'outils dans ce domaine. Je pense à la participation, je pense surtout à l'intéressement qui peut être construit au plus près du terrain, au plus près des enjeux des entreprises, qui permet, quand ça va bien, de partager ce qui me semble légitime, les fruits de la croissance, et en même temps, tout en passant un message très clair, qui on ne peut pas tout partager. Il faut consolider les fonds propres, il faut renforcer la structure financière de l'entreprise pour être capable
d'affronter la prochaine crise, la prochaine difficulté avec la sérénité que j'évoquais tout à l'heure, avec la certitude qu'on aura assez de moyens pour rebondir et avec la capacité de garder la confiance de ses fournisseurs, de ses clients, de ses banquiers et de ses actionnaires. Je vous le dis au début, le discours ne passe pas toujours extraordinairement bien, et à force de le répéter, à force de mettre les actes en accord avec les paroles, on fait bouger les choses. Et puis le deuxième sujet, c'est le capital. Et là aussi, j'ai toujours la même façon de raconter l'histoire, qui consiste à dire que pour faire tourner une entreprise comme Olot, c'est facile, il faut 400 millions d'euros. C'est le chiffre qui est en bas du total de bilan. Et ces 400 millions, c'est 200 millions, aujourd'hui un petit peu plus, parce que depuis que je raconte l'histoire, ça va un peu mieux, mais 200 millions mis là par les actionnaires, 100 millions mis là par les banquiers, et 100 autres millions mis là par nos fournisseurs. Et que si on veut qu'ils mettent cet argent à notre disposition, il faut qu'ils aient un minimum de confiance dans l'entreprise, et ça veut dire que, à tout le moins, quand ça va bien, on soit capable évidemment de payer nos fournisseurs à l'échéance, qu'on soit capable de payer les intérêts de nos banquiers qui pensent qu'on peut les rembourser un jour. Le jour n'a pas besoin d'être très proche, mais il faut quand même qu'ils pensent qu'on est capable de les rembourser un jour. Et les actionnaires aussi, c'est pas anormal quand ils ont mis de l'argent à notre disposition, qu'à un moment donné, ils touchent une rémunération. Alors, il ne s'agit pas qu'elle soit indécente, mais qu'elle soit juste. Là aussi, un tout petit calcul que je me suis permis de faire, si je peux le partager avec vous, même si on dépasse le dialogue social. On a jeté en pâture les profits du CAC 40 il n'y a pas très longtemps en disant le niveau de scandale de ce chiffre. J'ai fait un petit calcul rapporté avec le vrai dividende distribué rapporté à la capitalisation boursière de ces entreprises, alors c'est toujours à date, est autour de 3%. Quand on le formule comme ça, je trouve qu'avec un livret A à 1%, pas beaucoup d'inflation et les risques qui vont avec, ça n'a pas tout à fait le même côté choquant que quand on explique que les actionnaires s'en sont mis pour 40 à 50 milliards dans la poche. Là aussi, ramenons les choses à leur juste raison, ramenons la réalité au vécu de chacun pour bien leur montrer qu'une entreprise est une réalité complexe, qui a ses contraintes, et que si on en fait un bien précieux, si on en fait un bien commun, on est en général capable de l'emmener assez loin. Et dans l'exemple que j'ai vécu, clairement, la capacité qu'on a eue à garder dans une période de crise qui a quand même duré 3 ans, puisque après les chiffres que je vous donnais, 2009, 2010, 2011, nous sommes restés en perte et avec un marché qui est très peu remonté. Garder les compétences, garder les talents, motiver les équipes, continuer à regarder le long terme, ce n'est pas des choses faciles. Et là aussi, cette confiance bâtie depuis des années, cette capacité à faire ce qu'on a dit et à dire ce qu'on fait sont des éléments qui permettent d'avancer. Donc pour moi, c'est le cadre dans lequel le dialogue social a une chance de fonctionner. Un cadre que je pense qu'il faut essayer d'élargir, de transposer. Donc j'ai la chance de présider cette grande maison qui a fait de ces éléments des choses assez cardinales. Diagnostic partagé, diagnostic économique, réalité des choses, dialogue sur tous les sujets, aucun tabou, aucune raison de ne pas se parler, choses qui fâchent. Et donc inscrire le dialogue social dans cette logique est, me semble-t-il, quelque chose de fondamental et surtout quelque chose de porteur d'avenir. En même temps, quand on dépasse ce qu'on est capable de faire, moi j'ai toujours la même question, et elle me taraude quand je regarde notre droit du travail, c'est le fait qu'en France, il est juste mal conçu. Aujourd'hui, notre droit du travail est conçu sur un triptyque diabolique, défiance entre les acteurs, défiance entre les représentants des salariés et des entreprises, défiance entre les représentants des salariés et l'État, défiance entre l'État et les représentants des entreprises. Quand il y a de la défiance, la demande de chacune des parties est toujours la même, c'est de produire de la réglementation, qui donne l'impression à chacun qu'il est la seule façon de le protéger face à l'agressivité, à cet environnement qui est jugé hostile. Et bien sûr, nous sommes dans un État qui a cet énorme avantage d'être efficace. Une fois qu'on a mis en place la réglementation, on fait en sorte de la contrôler et qu'elle s'applique. Et donc nous sommes dans ce triptyque diabolique défiance, réglementation, contrôle, qui est le principal ferment de notre incapacité, quand on s'éloigne de l'entreprise, à faire fonctionner un dialogue social qui peut produire, nos voisins le démontrent, et plein d'entreprises et plein de secteurs aussi heureusement le démontrent. On peut ici saluer les extraordinaires accords signés en pleine responsabilité chez Renault, chez Peugeot, dans des moments très difficiles, au plus fort de la crise, qui, on le voit aujourd'hui, ont produit leurs résultats et qui ont permis à ces entreprises de sortir de leur lien. On voit bien que quand on arrive à le construire sur du diagnostic partagé, sur un projet commun, on peut faire de belles choses. Posons-nous la question de savoir pourquoi notre réglementation est construite comme ça, comment à tous les étages,
elle produit finalement des freins et elle décourage à faire ce qui est bien pour l'entreprise, pour la branche et pour le pays. Et posons-nous cette question qui me paraît fondamentale, de savoir s'il ne serait pas possible de reconstruire un droit social moderne autour de 3 idées simples. La confiance. Partons du principe que les gens autour de la table sont de bonne foi, qui veulent avancer dans la même direction, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout. Et donc remettre des espaces de liberté, des espaces de négociation où chacun construira ses solutions n'est pas forcément une mauvaise idée. On l'a vu avec la loi de travail il y a quelques temps, même si elle ne va pas assez loin, elle commençait à poser quelques briques de ce renversement de perspective. Étape 1, la confiance. Avec la confiance, parce qu'on sait tous qu'il ne va pas forcément se passer grand-chose, il faut accepter une deuxième chose, c'est plutôt que la réglementation, c'est l'incitation. C'est d'aller trouver les bons outils pour que les comportements vertueux et les comportements qu'on veut encourager se mettent en place. Là aussi, arrêtons de vouloir appliquer la même règle à tout le monde, voulons vouloir faire pareil pour tout le monde. Les situations dans l'économie française sont de plus en plus diverses, dans les secteurs, dans les entreprises. Créons plutôt un cadre incitatif dans lequel les gens de bonne volonté, les gens qui peuvent, les gens qui ont des besoins, vont se saisir des outils pour montrer que ça marche. Et puis, et c'est sans doute la plus grande difficulté, là je regarde dans notre monde patronal, il faut accepter l'évaluation. À partir du moment où on part de la confiance, on met des outils incitatifs, il faut accepter en permanence et pour tous les sujets d'être évalué. Et d'accepter que c'est cette évaluation qui sera plutôt que la réglementation, ce ferment d'évolution. Alors, loin de moi l'idée du name and shame, mais l'idée qu'on met sur la table les performances dans différents domaines, où on peut décider lesquels, qu'on aura partagé, sur lesquels on va aller regarder ce qui se passe bien, ce qui a avancé, et quelque part de dire à tout le monde, ben voilà, quand on a fait les choses bien, ça se passe mieux, et qu'une forme de saine émulation, de concurrence dans le mimétisme social, dans la performance économique, servent de moteur. Là aujourd'hui, c'est plutôt la réglementation et la peur du gendarme qui fait bouger la réglementation et peur du gendarme qui sont dans la durée, on le sait bien, et notamment pour des entreprises vivantes, pour une économie mondialisée qui bouge de plus en plus. Cette réglementation sont en général rarement complètement adaptées, on les empile. Et aussi, si vous m'autorisez à partager une petite anecdote, on était chez Olot en revue ISO, quand François Hollande, à l'automne 2012, je crois, a annoncé un choc de simplification. Je m'en suis, comme tous les chefs d'entreprise, je pense, réjoui. Et puis il se trouve qu'à ce moment-là, on recensait dans une de nos usines l'ensemble des obligations que nous devions remplir. Donc, une usine qui emploie un peu plus de 200 personnes, qui a une cabine de peinture à l'époque de rouge, je crois, et qui fait de l'assemblage. Donc j'ai demandé à mes équipes absolument de recenser, donnez-moi le chiffre en bas. Alors pour ceux qui ne m'ont pas déjà entendu, est-ce que vous voulez jouer à savoir combien de règles de dispositions réglementaires ou étiquettes différentes qu'une entreprise d'assemblage industriel comme Olot doit respecter dans un atelier ou une usine de 200 personnes avec une cabine de peinture? D'accord. Je vous laisse... Non, personne d'autre? Personne ne veut jouer? Je suis déçu. 7600. 7600 dispositions réglementaires différentes. Alors, ce n'est pas 7600 textes, je vous rassure. Il y a des textes qui en contiennent beaucoup. Il y en a un certain nombre qui sont redondantes, et il y en a, quand on les creuse, qui ne sont pas applicables. Mais il faut quand même encore vérifier qu'elles ne s'appliquent pas. Et le charme de l'ISO, c'est qu'ils reviennent 2 ans après pour vérifier que ça s'est bien passé et que les procédures sont toujours en cours. Donc, je leur ai dit, écoutez, 2 ans de choc de simplification, vous allez me refaire le calcul. Je repose ma question, maintenant vous connaissez le premier chiffre. 7500. 8400. Et donc, un engagement pris au sommet de l'État, parfaitement conscient, parfaitement légitime, pas du tout, c'était pas de l'incantation, parfaitement, je pense, conscient des difficultés, une action déterminée d'une commission de simplification menée par 2 personnes plus que respectables et plus qu'engagées, se traduisent par une hausse de 10 à 15% des obligations qui pèsent sur une entreprise industrielle tout à fait standard. Comment peut-on construire de la confiance entre les entreprises et l'État quand on est à ce point incapable de mettre en œuvre une décision politique prise au plus haut niveau? Alors, sur cet exemple précis, la réponse est très simple. C'est simplement que la France a une machine administrative extraordinaire, qui fonctionne à plein régime, et qui produit pour plein de bonnes et parfois de mauvaises raisons, mais très souvent de bonnes, une quantité de normes, toutes individuellement parfaitement justifiées,
sans que personne ne pose jamais la question comment l'addition de tout ça devient un frein économique qui nous pèse aujourd'hui beaucoup sur les épaules et qui se traduit in fine, malheureusement, au-delà d'une certaine activité de contrôle et de réglementation, par un taux de chômage sensiblement plus élevé que nos grands voisins. Si vous voulez continuer à suivre, nous avons en France décidé que sur les poussières, et notamment les poussières de bois, nous étions en situation de formuler une exigence 5 fois plus forte que la norme européenne. C'est pas forcément grave, parce qu'on dit que les poussières de bois, ça peut être un sujet de santé, et qu'on a fait des études importantes, et que cette norme est vraiment fondamentale. Alors, moi j'ai toujours une petite question, si le seuil pour les Allemands convient, je ne vois pas une grande différence avec nos amis qui nous fait que ça ne conviendrait pas en France. Et pourtant, nous fixons un seuil 5 fois inférieur. Et quand on creuse le sujet, on découvre qu'il n'existe dans le monde aucune machine pour purifier l'air et absorber les poussières qui permet de respecter ce seuil 5 fois inférieur. Donc le seuil européen, on peut le mettre en œuvre, le seuil français, il n'est pas possible de le mettre en œuvre. Donc je m'interroge toujours pour savoir qui, dans le secret d'un bureau forcément bien intentionné, a décidé qu'en France, nous allions utiliser par simple le seuil européen pour l'émission de poussière de bois. Je n'ai toujours pas de réponse. Si l'un d'entre vous le trouve avant que je quitte cette grande maison, vous connaissez l'adresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Et donc, on est bien au cœur du sujet, la confiance. Comment peut-on construire ce changement de paradigme qui fasse que demain, on soit capable de construire des règles adaptées et des règles qui répondent à cette problématique et qui vont permettre à nos entreprises et donc à leurs salariés d'évoluer dans un monde toujours plus ouvert, toujours plus changeant, toujours plus difficile à appréhender et en même temps toujours plein d'opportunités. Je pense que c'est un formidable sujet, c'est un formidable enjeu. Un enjeu qui me passionne, qui me motive, lui-même participe à la problématique et essaie de faire avancer l'industrie du futur, qui porte un nombre de projets assez extraordinaires. Et on est dans ce moment de révolution où on peut, j'allais dire, la révolution rebat les cartes. Et donc le déclin industriel, le retard de l'industrie française, le sous-investissement chronique depuis une vingtaine d'années, on a une formidable opportunité de se refaire. C'est dans ces moments où tout change qu'on peut reprendre pied, qu'on peut se remettre à niveau. Et quand je regarde les sujets en jeu, que ce soit la fabrication additive, l'impression 3D, avec de formidables réussites, on est les premiers, on est les meilleurs en poudre métallique, on a des trucs assez extraordinaires, on se rapproche de l'ingénieur reprend le dessus, mais en résistance des matériaux, on commence à se rapprocher de ce qu'on faisait sans fabrication additive. On n'y est pas encore tout à fait. On prend évidemment le big data, on prend les objets connectés, la richesse de nos écoles d'ingénieurs, de commerce, notre capacité à former des équipes complètement adaptées à ce monde, sont de formidables outils. Et puis, j'allais dire, la grande résilience de nos entreprises. Ça fait maintenant 20, peut-être 30 ans que tous les ans, on accroche au pied des entrepreneurs français, notamment industriels, mais pas que, des boulets, alors plus ou moins lourds, de temps en temps on en enlève un, de temps en temps on en rajoute. Et on nous demande de courir aussi vite que les voisins qui n'en ont pas autant, voire qui n'en ont pas du tout. Honnêtement, quand je vois le poids des boulets, j'ai envie de dire que jusqu'à maintenant, on s'en est pas mal sorti. Mais quand je regarde en revanche l'état du pays, que je regarde son niveau de chômage, sa difficulté à repartir, son sous-investissement, l'ensemble des chantiers qu'il faut faire, je me dis qu'on approche sans doute du moment où il faudrait en détacher quelques-uns et être capable, comme ça a été fait avec le pacte de responsabilité, le CICE, de partager le diagnostic et de le porter ensemble. Il faut sans doute le porter un cran plus loin, on a vu les premiers résultats. Et encore une fois, dans cette période politique, je vais en profiter pour quasiment conclure, vous dire à quel point nous sommes attachés à nos entreprises, nous sommes ici attachés, et je suis personnellement attaché au dialogue social, je pense qu'il y a des choses à construire. Des choses à construire qui peuvent permettre à la France de retrouver toute sa place dans l'Europe et dans le monde. Et surtout, si on n'est pas capable de le faire maintenant, on le voit un peu partout, l'inquiétude, la tentation du repli sur soi, de mettre des murs, de dresser des barrières, qui sont, quelle que soit l'inquiétude des uns et des autres, la certitude du déclin. Et soyez sûrs d'une chose, je ne m'y résous pas. Merci. Oui, bonjour, Dr Roger du Collège Bernardin, merci de votre exposé très intéressant. Je m'excuse de
interpellé sur une évolution qui a été suscitée par la réglementation. J'entends parler de la présence de salariés dans les conseils d'administration au titre d'administrateurs salariés. Comment appréciez-vous cette évolution, vous et votre environnement au sein de l'INEM, et comment pensez-vous qu'elle peut contribuer à faire évoluer le dialogue social? Merci. Autre questionnement? Oui. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents. J'interviens au titre d'un militant qui s'appelle Marcel, qui est entreprise responsable, donc ça répond un peu à notre problématique. J'ai été extrêmement touché par votre intervention sur la multiplication des normes. C'est un discours effectivement qui pèse à nos entreprises, vous l'avez évoqué justement avec des chiffres. J'aimerais avoir votre sentiment sur peut-être le paradoxe. On est dans un monde de plus en plus compliqué, où il y a des métiers de plus en plus difficiles, précis. On est dans un monde de plus en plus internationalisé. Il y a des normes françaises, internationales, européennes. Et paradoxalement, on demande plus de simplicité, plus de simplification. Comment on peut faire, à part ou autrement que par le dialogue dans l'entreprise, garantir plus de simplification et donc plus de liberté, et à la fois demander à l'État, que vous n'avez pas cité, sauf erreur dans votre discours, d'être peut-être le garant d'un lien commun pour éviter effectivement certaines exactions, pour ne pas dire débordements, parce que si l'État n'est pas là parfois pour rappeler à toutes les parties en place qu'il y a des règles et donc des limites, on peut avoir un certain nombre d'erreurs et pourquoi pas, on peut avoir un certain nombre de conflits. C'était ça, Monsieur le Président, sur lequel je voulais vous entendre, parce que vous avez évoqué la confiance et aussi l'évaluation permanente. Merci. Si, j'ai deux questions là-bas. Et puis après, on fera un break. Oui, Bruno Gavillieri, directeur des relations extérieures du groupe Mélissa à votre droite. Monsieur le Président, vous savez que le dialogue social et vous pratiquez dans votre entreprise fonctionne bien dans l'entreprise. 36 000 accords d'entreprise signés l'an dernier. Dans la branche, ça fonctionne aussi très bien, 3600 accords. Comment voyez-vous la révision du dialogue social interprofessionnel? Merci, votre voisin. Bonjour, Président, Claude Isaac, groupe Casino, MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, de la Fédération du commerce et de la distribution. Vous avez parlé du dialogue dans l'entreprise, vous avez parlé du dialogue que vous menez au titre de MEDEF. Ce dialogue, vous le faites au nom d'un mandat, et j'imagine qu'il n'est pas simple non plus, entre secteurs et entre branches, de trouver ce consensus. Donc, est-ce que vous avez une méthode? Comment vous voyez cet aspect de votre tâche, qui est probablement aussi importante et qui est en amont de la négociation que vous menez avec nos partenaires? Voilà, ça fait déjà une belle série. Effectivement, ça fait une belle série. J'ai bien fait de prendre des notes. Si j'oublie quelque chose, surtout, rappelez-moi à l'ordre. Sur les salariés dans les conseils d'administration, je pense qu'on est tout à fait dans la ligne de ce que j'évoquais sur l'obligation ou l'incitation. Personnellement, je pense que dans de nombreuses situations, le conseil d'administration peut être un lieu où la représentation des salariés est une bonne chose. Mais je ne connais pas toute la diversité des situations. Je ne connais pas toutes les organisations des entreprises, notamment quand il y a différents étages. Il peut y avoir aussi des structures de holding, des structures à nature patrimoniale dans lesquelles les actionnaires veulent se retrouver entre eux. Et donc, on a, j'allais dire, d'un côté le comité d'entreprise ou le CCE, de l'autre le conseil d'administration. Il y en a un qui est plutôt la rencontre avec les représentants des actionnaires et l'autre le lieu de rencontre avec les représentants des salariés. J'ai l'impression quand même que cette revendication forte française vient d'abord du fait qu'on n'a pas réussi à faire vivre le dialogue économique au sein du CE. Pour plein de raisons culturelles, peut-être aussi l'empilement de réglementations. Je pense que la façon dont on a réussi à construire la BDES est un formidable exemple de notre furie réglementaire. Une idée, à l'origine bonne, d'essayer de mettre à un endroit un certain nombre d'informations économiques et sociales à disposition des salariés et de leurs représentants pour éviter sans cesse de demander une info, une consultation et simplifier la vie. On
On a juste refusé d'accepter le fait que les besoins des entreprises peuvent être divers, que la façon dont les informations sont partagées aussi. Et donc, au lieu de dire, voilà un endroit et un outil dont vous pouvez vous servir, et d'aller mettre en place les outils d'évaluation pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche pas, ben, on a produit un texte épais comme ça, on a expliqué tout ce qu'il fallait mettre dedans, qui y avait accès, à quelles conditions, à quel rythme il fallait le renouveler. Et à côté, comme c'était devenu très compliqué, on ne savait pas si elle a marché, on n'a pas simplifié beaucoup des obligations d'information qui finalement, les chefs d'entreprise que je vois se disent, oh là, ce truc-là, on ne sait pas bien comment ça marche, on ne sait pas qui y va, donc on va quand même faire comme avant pour être sûr qu'on ne vienne pas nous chercher sur le délai de travail. Un risque à mon avis très ténu, mais qui existe. Donc là aussi, l'idée d'offrir un outil, d'avoir une incitation, d'avoir une proposition, un cadre dans lequel les gens qui le souhaitent puissent s'inscrire, et ça fait un petit peu écho à des questions que vous m'avez posées sur la multiplication des normes et sur tout l'état du dialogue social. Vous savez que dans la négociation de 2014, j'ai porté l'idée forte de l'instance unique, de justement ce lieu de rencontre où entre les représentants de la direction et les représentants des salariés, on pouvait parler de tout. Où on allait arrêter de segmenter les sujets, à un endroit les revendications individuelles, à un endroit l'économie et la stratégie et les obligations, à un autre endroit les conditions d'hygiène et sécurité, et encore ailleurs, alors parfois avec les mêmes, la problématique des négociations. Ben, on voit bien là qu'on a réussi à créer de la complexité. Donc vous regardez comment on fait nos voisins, un lieu de dialogue social unique, et quand on pense légitime, et ça l'est souvent, et vous avez très bien dit, le monde devient de plus en plus compliqué, les sujets deviennent de plus en plus compliqués, il faut parfois ou réglementer ou donner des grandes orientations pour que les gens sachent comment il faut se débrouiller. Mais je me permettrai de rappeler que, voilà, il me semble que les Allemands ont une instance unique qui s'appelle le Conseil d'entreprise, qui traite de l'ensemble des sujets sans dommage particulier. Ils sont capables de créer des sous-commissions, des sous-groupes pour aller approfondir tel ou tel sujet. Et nous avons réussi à créer 4 structures de dialogue social différentes. Et l'avis du chef d'entreprise de PME ou même d'entreprise de taille raisonnable, c'est que tant qu'il n'a pas réussi à les fusionner, là aussi, la loi Rebsamen a permis de les avancer, à donner des outils pour faire mieux. Il y a encore sans doute un petit peu de travail, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait aujourd'hui, c'est, vous connaissez l'histoire, le mardi matin à la réunion de DP, on va quand même vous poser des questions sur la situation économique, donc comme je suis de bonne volonté, je vais y répondre, je ne vais pas dire ah non, on en parle demain. Et puis certains sujets sont évoqués, puis le mardi après-midi, on a la réunion du CE. Alors on commence par les questions économiques de l'ordre du jour, mais il y a quand même des préoccupations exprimées par les autres, donc on refait un tour à peu près complet de la vie de l'entreprise et de ses difficultés. Et le lendemain matin, on réunit le CHSCT, qui bien sûr parle des insécurités, mais veut un peu d'informations sur les conditions économiques et les revendications individuelles, donc on reparle encore une fois de tout, avec une efficacité consternante et une désespérance par rapport au dialogue social. Et donc là, on est pour moi de nouveau au cœur du sujet. Nous sommes le seul pays d'Europe qui a fixé des obligations de négociation. Comme si les chefs d'entreprise et les représentants des salariés n'étaient pas assez grands pour définir leur agenda social. Se mettre d'accord en début d'année en fonction de la stratégie et des enjeux sur ce dont ils voulaient parler, à quel rythme et dans quelles conditions. Et donc, je vois à longueur de rapport notre gouvernement et nos structures se réjouir des 36 000 accords signés par an. Combien relèvent d'une démarche volontaire, combien sont le seul fruit d'une obligation, il faut venir de cocher une case. Je pense que quand on enlève les ANA obligatoires et la pile d'accords rendus obligatoires par les gouvernements successifs, quelle que soit leur couleur politique, les vrais accords représentant un projet d'entreprise porté conjointement pour construire une solution adaptée sont extraordinairement rares dans cet empilement. Et là aussi, je vais vous donner un tout petit exemple. On avait obtenu, à force de pédagogie, que pour que les choses puissent s'inscrire dans le temps, les négociations annuelles sur les salaires puissent s'inscrire sur une durée de 3 ans. Pour qu'on puisse mettre le calendrier en face, par exemple, d'investissement, en face de réalité économique, et donc inscrire un engagement de part et d'autre sur une durée longue. Ce qui rendait possible comment construire la confiance quand on peut signer quelque chose et le lendemain aller se positionner contre ce qui vient d'être signé par quelqu'un d'autre. On voit bien qu'on a créé plein d'outils divers qui sont de nature à ne pas permettre de créer les consensus, la confiance dans la durée qui permet au dialogue social de produire tout ce qu'il devrait pour la performance économique et le progrès social dans notre pays. Donc sur les normes, j'ai donné un exemple. Encore une fois,
Oui, il faut des normes, oui, le monde devient de plus en plus compliqué. Adoptons une règle simple, nous ne faisons que transcrire les normes européennes, et nous faisons comme les Allemands, nous les transcrivons dans le haut des fourchettes de réglementation. Je pense que si les Allemands ou les Italiens peuvent vivre avec, les Français, dont je connais la résistance, la constance et l'imagination, vivront très bien avec aussi. Commençons juste par là. Arrêtons de produire de la norme à chaque fois que un ministre a une idée, veut faire parler de lui, ou qu'il s'est passé quelque chose, certes de regrettable, mais qui ne justifie pas toujours de produire une réglementation pour tout le monde. Donc oui, l'État doit être garant de ce corpus de règles. Un État fort, c'est un État qui régule, mais qui régule là où c'est nécessaire, pas là où il en a envie. Comment faire vivre le dialogue social dans l'interpro? Comment construire des mandats? Comment trouver des accords? Je dirais, il y a deux choses. D'abord, vraiment aller au bout de l'idée qu'il faut donner aux branches et aux entreprises un grand champ de liberté pour construire les accords adaptés aux situations. Aujourd'hui, la problématique d'une entreprise de la distribution peut être très différente de celle d'une entreprise industrielle de l'automobile, elle-même très différente d'une entreprise d'ingénierie ou d'une start-up en high-tech. Donc, la règle générale sera de moins en moins adaptée à ces réalités, à condition qu'on y mette un garde-fou, c'est que ces règles ne peuvent être adaptées que par accord entre les parties dans la structure dans laquelle elles s'appliquent. Et ça renvoie sur le dialogue social, ça renvoie sur l'instance unique, ça renvoie sur la légitimité des acteurs. Quelle est pour moi dans l'entreprise la seule légitimité des acteurs? Celle de l'élection. Et les chefs d'entreprise ne demandent pas à choisir leur interlocuteur, à faire tout ce qu'ils veulent dans leur coin. En revanche, ils aimeraient bien que les règles qu'on a construites permettent qu'en permanence, ils discutent, ils échangent, ils négocient, ils partagent avec des gens qui ont, pour représenter leurs collègues, la légitimité du scrutin dans l'entreprise. Et là aussi, ce principe général, heureusement, trouve assez largement son application dans notre pays. Dans la grande majorité des cas, je vais reprendre un exemple que je connais bien chez Olot. Aujourd'hui, les représentants élus au premier tour dans notre entreprise le sont avec des taux de participation de 75 à 85% à chaque fois. Et donc, les règles telles qu'elles existent ne me posent aucune difficulté. Et même si on les changeait, je pense que je continuerais à faire exactement comme avant. Mais, dans sa grande sagesse, pour protéger un certain nombre de choses, le législateur a prévu que pour la négociation, l'audience et le poids des organismes syndicales est mesuré au premier tour de l'élection. Et il a rajouté une petite note, elle est mesurée sur la base des suffrages exprimés. Et donc vous vous trouvez, alors certes minime, mais dans des situations absurdes, où un candidat se présente au premier tour avec une étiquette, j'ai un bel exemple dans la métallurgie, un peu dans le nord-est de la France, fait 2 voix sur 80, n'est donc pas élu. Au deuxième tour, des gens sans étiquette se présentent et sont élus avec toute la légitimité nécessaire, font vivre le comité d'entreprise, sauf que le chef d'entreprise, quand il doit négocier quelque chose dans cette entreprise, doit le faire avec cette personne qui a eu 2 voix, mais qui représente 100% de l'audience pour négocier dans l'entreprise. Est-on vraiment sûr que, et j'y suis très attaché, le respect du droit syndical, la préservation du rôle fondamental qu'il joue dans le fonctionnement du dialogue social, dans les équilibres de pouvoir dans l'entreprise, justifie de créer ces situations? N'y a-t-il pas des moyens plus efficaces, plus pertinents, que d'être capable de créer ces situations absurdes, qui à terme, même si elles sont marginales, là aussi, sont le terreau et le ferment de la défiance, font que je rencontre autant de chefs d'entreprise qui ont une réticence ou une vraie résistance à l'implantation syndicale chez eux. Et là aussi, reprenons le problème dans le bon sens. Le dialogue social, dans l'entreprise comme dans la branche, mais là je parle d'abord de l'entreprise, est fondamental. Ce dialogue social, si on veut le faire vivre, il faut lui donner un champ de liberté large. Je reviens aux obligations de négociation, il faut ouvrir le champ des possibles et il faut supprimer un maximum d'obligations pour que les gens construisent ce qu'ils veulent faire dans le maximum de champs possibles. Il s'agit bien sûr de garder, on le parlait, le rôle de l'État stratège, de l'État garant, un certain nombre de garanties collectives sur des sujets fondamentaux, durée maximum du travail, congés payés, travail des enfants, tous sujets qui font de nous une démocratie sociale avancée dont je suis très fier. Et à l'intérieur de cet espace de liberté plus large, croyez-moi, le représentant du personnel va très vite se sentir perdu.
Et où va-t-il aller chercher le conseil, le service, le support? Normalement auprès des organisations syndicales. Et donc certes, peut-être que dans le schéma que j'imagine, il y a une période de transition qu'il faut accompagner, qu'il faut gérer, mais cet élargissement du champ du dialogue dans l'entreprise, cette responsabilisation des acteurs élus est une formidable opportunité pour moi, pour que l'ensemble des organisations syndicales, souvent décriées par leur faible taux d'adhésion, par ce qu'elles représentent en termes d'adhésion, elles représentent heureusement pour nous beaucoup plus en vote et en engagement indirect, retrouvent et se donnent les outils d'une légitimité incontestable. Peut-être aussi de temps en temps on retrouve l'aiguillon d'aller chercher l'adhérent et d'être obligé de produire un service de grande qualité. Je dirige une maison syndicale qui est connue pour la qualité de son service. Ça n'empêche pas que de temps en temps, avec nos adhérents, pour aller chercher la cotisation, il y a des discussions un petit peu difficiles. Et qu'il faut remettre chaque année le métier, l'ouvrage sur le métier pour être sûr de convaincre. C'est certes exigeant, mais quelle formidable corde de rappel. Quelle formidable corde de rappel que d'être obligé régulièrement de convaincre ses adhérents, de convaincre ses mandants, qu'on porte à la fois une action collective, alors revendicative, pédagogique, tout ce qu'on veut, donc c'est la dimension de l'engagement, et en même temps qu'on porte cette idée du service aux adhérents, et qu'on est obligé en permanence de faire les deux, et de s'assurer qu'on est fort et légitime sur les deux sujets. Je me suis un peu écarté de la question sur la construction des accords, mais si déjà on était capable de créer cet espace de liberté, qu'on était capable de renvoyer à la branche et aux entreprises beaucoup de choses, plein des sujets qui ont pourri les dernières années, notamment dans les négociations interpro, qu'on parle du dialogue social, qu'on parle de la formation, si on les descend d'un étage, chacun construit la solution qu'il souhaite, en accord avec ses mandants, en accord avec les représentants du personnel, et à la limite l'interpro n'a absolument rien à dire. Si la FCD veut construire un outil de formation mutualisé, il peut le faire. Si la fédération du bâtiment ne veut pas le faire, elle peut ne pas le faire. Si le Syntec dit « j'ai trop de petites entreprises individuelles et elles vont le vivre comme elles le veulent et il n'est pas le moment qu'on soit une solution commune », très bien, du moment que les acteurs sont d'accord. Donc il faut ouvrir cet espace de liberté pour recentrer l'interpro sur quelques sujets fondamentaux dans lesquels, au fond, les intérêts des entreprises sont tous les mêmes. Et pour moi, il y en a trois. Il y a la représentation de la collectivité des entreprises. Il faut à un moment donné quand même quelqu'un qui incarne une parole d'entreprise, une parole d'entrepreneur. Et ça, je pense que ce que font Pierre Gattaz, François Asselin et Alain Griset, de ce point de vue-là, sont assez exemplaires. Mais ils incarnent aux yeux du reste du monde ce que sont les entrepreneurs. Et cette fonction, si on commence à la diviser encore plus avec chaque branche, on ne va pas y arriver. À un moment donné, on est dans un monde médiatique, on est dans un monde où plein de choses pèsent, et donc il faut être capable d'incarner. Et à un moment donné, il ne faut pas que ce soit le culte de la personnalité, mais il faut des gens qui représentent aux yeux du grand public cette dimension. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, il y a quand même, alors, je ne voudrais surtout pas sombrer dans l'actualité, donc je vais quand même citer l'exemple, sur des sujets comme retraite et chômage, les entreprises sont en fait, et les branches sont d'accord. C'est un système collectif qui doit être le même pour tout le monde, dans lequel construire un mandat peut relever de certaines sensibilités, de priorités, de méthodes. Mais l'objectif stratégique consiste à dire ces deux sujets sont au cœur du travail, sont au cœur de la vie de nos entreprises et de nos salariés. Et elles seront de toute façon, même si ce n'est pas parfait, mieux gérées par nous, partenaires sociaux, que par l'État. Je pense que cette affirmation très forte, elle a de la valeur. Elle a été redite à plusieurs reprises, y compris dans un passé récent, malgré ce que certains veulent faire croire. C'est le cœur de la fonction de l'interpro. Et puis si un jour, on était amené à faire le constat que la qualité de ce dialogue social s'est tellement dégradée qu'on ne peut plus le gérer, bah, il faudra accepter de le rendre à l'État. Il nous l'a délégué, on essaye de le faire au mieux. Moi, ça me paraît très simple et je pense qu'il n'y a pas mieux que les représentants des employeurs et des salariés pour bien comprendre le marché du travail, pour bien comprendre à quel point les règles de l'assurance chômage sont à la fois dans le quotidien des gens, mais aussi dans le comportement des gens. Et c'est dans ce diagnostic qu'on a fait à l'hiver dernier, et qui est le terreau de l'accord réussi, signé, enfin qui sera signé dans les jours qui viennent, mais conclu il y a peu de temps, je crois. C'est bien dans cette méthode, et là aussi, quand vous regardez de près par rapport à ce que j'ai dit en introduction, diagnostic partagé, échange, capacité à se parler de tout, identification de difficultés et de faux problèmes, qu'on arrive à construire des accords ambitieux. Et dans l'accord chômage que nous avons signé, je vais prendre un exemple, c'est la filière senior. Il y a 15 ans, avec la Delalande et notre histoire, c'est vrai que le marché du travail changeait quand on passait 50 ans.
risque de chômage, durée au chômage et difficultés. Et donc il n'était pas du tout illégitime que le régime d'assurance chômage apporte une garantie spécifique à des gens qui étaient vis-à-vis du chômage une situation particulière. Depuis 15 ans, ces caractéristiques un peu absurdes du marché du travail ont été corrigées. Et il nous a été présenté, que ce soit cet hiver ou encore récemment par l'UNEDIC, un certain nombre d'études qui montrent que dans la situation actuelle de la France, le marché du travail en termes de risque face au chômage, il évolue toujours à l'approche de l'âge de la retraite, mais on est quelque part entre 54, 55, 57 ans. C'est là qu'on voit le décrochage, où la durée de chômage redevient plus longue, où les gens ont plus de mal à retrouver un emploi. Je le regrette, parce que je pense qu'il y a chez nos seniors des formidables qualités, et que dès qu'on aura réussi à remettre la machine en route, je pense qu'on arrivera aussi à corriger ça, mais en tout cas, les jeunes, les vieux et les non-qualifiés sont les grandes victimes de notre économie atone et de notre incapacité à nous réformer. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, on a partagé le diagnostic qui est être licencié à 48 ans ou licencié à 52 ans, c'est le même risque en termes d'opportunité, en termes de durée au chômage. Sommes-nous légitimes à offrir à l'un un an de plus de chômage que l'autre? Je ne pense pas. Alors après, on aurait pu décider de donner 3 ans à tout le monde. On avait 2 sujets à ce moment-là. Le premier, il est quand même financier. Malgré tout, le régime, quelle qu'en soit notre volonté sociale et d'accompagnement, doit obéir à certains équilibres. Mais le deuxième, il me semble qu'il est encore plus important, il est philosophique. Qu'est-ce que l'assurance chômage? C'est l'accompagnement sous forme d'assurance d'une transition entre 2 emplois. Quand on est assuré par le chômage pendant 3 ans, on n'est plus en transition entre 2 emplois. On est en situation d'échec, on est en situation de drame personnel. Et donc, est-ce la fonction d'une assurance que d'accompagner les gens à ce moment-là? Non. C'est à la solidarité nationale de prendre le relais, et là, c'est un sujet qui dépasse les partenaires sociaux. L'assurance chômage, c'est la gestion des gens entre 2 emplois. Comme je le dis toujours, le drame et le préjudice n'est jamais de perdre son emploi, c'est de ne pas en retrouver un. Et ce qui fait du chômage dans notre pays un drame, c'est que les gens ne croient plus qu'ils vont en retrouver un. Ou en tout cas sont terriblement inquiets devant cette idée. Vous posez la même question en Suisse ou en Allemagne aujourd'hui, l'inquiétude n'existe pas, ou quasiment pas. Donc les questions se posent dans des termes différents. Donc oui, nous avons une responsabilité sociale, l'assurance chômage est quelque chose de fondamental pour la cohésion sociale de notre pays, fondamental pour la confiance qu'ont les salariés, donc derrière c'est la cohésion sociale, c'est le niveau de consommation, c'est le niveau d'activité. En assurer la pérennité, c'est quelque chose de très important, même si c'est au prix de gestes que certains contestent ces jours-ci. C'est quelque chose de fondamental pour nos entreprises et pour notre pays, et en même temps, il faut se poser régulièrement les bonnes questions. Qu'est-ce qu'un régime d'assurance chômage? Jusqu'où il faut aller? Vous voyez, on a pris du temps depuis l'échec du printemps dernier, on s'est parlé, on a posé des éléments de diagnostic, on les a partagés, et on a trouvé une solution qui, tout le monde va dire qu'elle est incomplète, qu'elle n'est pas parfaite, mais là aussi, dans mon idée expérimentation, incitation, évaluation, on a fait un premier pas, et puis dans 2 ans, dans 3 ans, on refera une photo du marché du travail. On verra si la borne d'âge est bien située, on verra si nos idées de redonner plus de formation à ces gens-là pour là aussi accélérer le retour à l'emploi, avec un investissement où la formation doit être plus importante, parce qu'au-delà de 50 ans, l'enjeu et l'investissement doit être plus grand. Est-ce que cet outil a marché? Est-ce qu'il a apporté ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire une réduction de la durée au chômage, un retour plus rapide vers l'emploi, qui est lui aussi source de formidables économies? Est-ce que les résultats qu'on en espère sont au rendez-vous? J'espère que oui. Mais on a accepté en toute humilité d'avoir des outils de suivi, des rendez-vous réguliers, pour voir si les idées qu'on avait, qui nous semblent pertinentes, elles sont effectivement au rendez-vous. Et on est capable d'y répondre. Et si on s'est trompé, si on n'est pas tout à fait en face du besoin ou en face des résultats attendus, on se remettra autour de la table et puis on ajustera les curseurs, on se reposera des questions. On parlait de dialogue social, on parlait de confiance. Je pense qu'on est dans des situations assez exemplaires. Et donc je pense que quand on se concentre sur ces sujets, et le conseil exécutif du MEDEF auquel j'étais lundi dernier, qui m'a donné un mandat clair pour conclure cette négociation, la décision, certes les avis ont été exprimés, mais la décision, comme j'ai eu l'occasion de le dire publiquement, a été prise à une très très large majorité. Et ensuite la décision est prise, elle est mise en œuvre. Je veux dire, là aussi, dans toute organisation, je pense qu'il y a la place au débat, c'est avant la décision, et ensuite il y a la place à la mise en œuvre et à la solidarité une fois qu'elle est prise. J'essaye de me tenir à cette règle, et croyez-moi, je ne le changerai pas de sitôt. On peut dire que c'est la loi travail qui est l'illustration du contraire, c'est-à-dire le très mauvais fonctionnement du dialogue social en France. Donc on doit voir quel côté du paysage, plutôt l'accord que vous venez de signer, ou le blocage de la France pendant des mois sur un impossible dialogue social.
D'accord. Ah oui, Jérôme. Jérôme Lepêtre, journaliste. Vous avez appelé à plusieurs reprises champ de simplification, vous avez parlé des normes de la simplification. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui du système que Un peu plus fort, je crois. Oui, est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui du système que vous avez créé sur la représentativité patronale, qui est quand même un modèle de complexité créé par les trois organisations patronales? Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de la fragilité du système de par cette complexité? Et sur le même sujet, vous avez parlé de la BDES tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêt à réouvrir le dossier? Notamment, il y avait un engagement dans l'accord de 2013 sur le fait de rouvrir le dossier pour les petites entreprises, pour adapter la BDES aux petites entreprises. Merci. Il y a une question là, puis Marc. Bonjour, Charles Keller du groupe Total. La qualité du dialogue social repose beaucoup sur la qualité des intervenants. Comment fait-on pour attirer des talents salariés dans la représentation syndicale? D'accord. Marc Delisée, milieu. Oui, j'avais deux questions. Une sur les questions d'assurance chômage. Avec les évolutions des nouvelles formes de salariat, certains, y compris au sein du MEDEF, plaisent pour développer un régime de type intermittent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui pose à mon avis une question de solidarité nationale, puisque d'une certaine manière le régime des intermittents aujourd'hui est financé par le régime général. Or on voudrait d'une certaine manière généraliser le système à d'autres secteurs que ceux de la culture. Et puis j'avais une question plus philosophique sur votre... je partage en grande partie ce que vous avez dit, mais sur la question de sortir de la norme. J'ai le sentiment que ce qui se passe au niveau de l'État est quelque chose qui se passe beaucoup au niveau des entreprises, c'est-à-dire qu'on est dans le Fordisme, on a du mal à en sortir, on est en train d'en sortir, mais difficilement et douloureusement, et d'une certaine manière, on a en France un système de Fordisme d'État, où effectivement on édicte des règles, on contrôle que c'est appliqué et on sanctionne. Alors, face à ça, effectivement, il y a le discours que vous avez tenu, mais modéré, je dirais, qui est de sortir de la norme. C'est-à-dire il faut avoir moins de normes, et certains plaident d'ailleurs qu'il n'y en ait plus du tout. Je me demande si philosophiquement, il n'y a pas à réfléchir à une sortie du Fordisme et à trouver dans le secteur du travail professionnel d'autres modes de régulation. Parce que qu'on dise qu'il faut sortir des régulations de type Fordisme, tout à fait d'accord. Comment il y a peut-être plus de crédibilité à dire, pas simplement sortons de la norme, mais créons d'autres choses. Ce que vous avez dit notamment sur le fait, par exemple, de se retrouver entre signataires pour assurer un suivi d'accords sans renvoyer ça à plus tard, c'est d'autres modes de régulation autour du débat, autour de la discussion. Merci. Le dernier. Bonjour, David Ribaud du groupe Humaniste. J'avais une petite question en fait sur votre vision de ce qui est peut-être le plus abouti dans le dialogue social, qui est la gestion paritaire. Et aujourd'hui, les remises en compte de la gestion paritaire, que ce soit en termes d'emploi, de formation professionnelle ou de protection sociale, hein, avec des négociations aujourd'hui sous contrainte, ou en tout cas sous la menace souvent d'une reprise en main étatique de ces champs de dialogue social. Sur la première question qui en fait en creux une question sur la loi travail, je pense que sur toutes ces matières sociales, le secret de la réussite, c'est la préparation. C'est-à-dire que avant que quelque chose sorte, il faut un minimum de préparation. Et quand on reprend la loi travail, en fait, il y a différents morceaux dans la loi travail. Il y a un morceau sur ce qu'on a appelé en raccourci, j'aime pas le mot, mais ça permet de gagner du temps, l'inversion de la hiérarchie des normes, l'élargissement de l'espace de la négociation où le travail avait été fait. Quand vous reprenez la séquence antérieure, rapport Combrexel, livre de Robert Badinter et Terranova et nos amis de Montaigne, je crois, il y a eu de nombreux rapports qui montraient à quel point, dans le monde d'aujourd'hui, redonner aux entreprises et aux branches des espaces de liberté pour négocier était quelque chose de fondamental, en écho à ce que je disais tout à l'heure. Et ce travail-là était globalement accepté. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire vue du monde patronal de cette loi travail. C'est été-automne 2015.
ce sentiment que exactement ce que je souhaite, c'est-à-dire la pédagogie, le partage, les avis différents sur un sujet permettent de créer une forme de consensus. On se retrouve au moment où le gouvernement prend ses décisions sur la loi travail et il nous dit écoutez, c'est des bonnes idées tout ça, mais en gros on va toucher à rien sauf le temps de travail où on pouvait déjà à peu près faire ce qu'on veut. C'est une déclaration forte en termes de principe, mais limitée en termes d'intérêt. Et donc globalement, le monde patronal referme le dossier en disant il ne se passera rien, on a avancé une idée, on va caler un principe, réécrire le code du travail sur la partie temps de travail, vu les souplesses obtenues, ça ne changeait pas la vie des entreprises, ça a pu à la marge créer des opportunités, mais ça ne changeait pas la vie des entreprises. Donc on referme le dossier et on attend jusqu'à cette fuite dans le journal et l'identification, alors j'avoue, et ça a été dit pour nous, pas complètement une surprise, mais vraiment très peu de temps avant, que finalement le gouvernement avait décidé d'adjoindre à ce paquet d'une loi travail qui était l'aboutissement d'un travail pédagogique à la portée limitée, des dispositions profondes de réforme du marché du travail autour notamment du droit du licenciement. Le droit du licenciement économique, barème prud'homme et un certain nombre d'autres simplifications. On a eu l'occasion de le dire, hein, la première version de la loi travail apportait des réponses tout à fait adaptées à un certain nombre des difficultés de nos entreprises et d'adaptation et de fonctionnement par rapport à un monde de plus en plus volatile, de moins en moins prévisible. Je ne vous révèle pas de secret. Maintenant, on l'a vu instantanément, le travail préparatoire, l'adhésion à ces idées, la compréhension de ces phénomènes était manifestement imparfaite puisque, et ça s'est très bien vu à travers une pétition en ligne animée par des gens qui ne voulaient pas énormément de bien à la loi travail. Pourquoi elle a pris? Parce qu'ils ont réussi à faire croire, en tout cas à accréditer l'idée dans l'opinion, que la loi travail, c'était pour les gens la capacité d'être licenciés plus facilement. Donc loi travail égale licenciement facilité. Dans un pays traumatisé par le chômage, dans un pays, même s'il est plein de ressources, d'innovation et de mobilité, intrinsèquement un peu conservateur sur tous ces sujets-là, débouler avec un texte de loi qui est instantanément, à tort ou à raison, on pourra en débattre, caricaturé, en tout cas décrit comme une loi facilitant le licenciement, c'est la crispation assurée de l'ensemble des corps intermédiaires et même au-delà. Et donc le sujet, c'est pas le contenu de la loi travail, c'est le temps, c'est la préparation, c'est la confiance sous-jacente qu'il y a derrière des textes de cette portée. Et de ce point de vue-là, le contre-exemple que j'ai donné sur l'assurance chômage, au printemps dernier, nous avons échoué dans un contexte politique et social très tendu, avec un gouvernement qui, tous les 15 jours, laissait tomber dans la négociation une oukase, un coup de la dégressivité, un coup de la réduction de la durée, un coup de la taxation des contrats courts. Je pourrais vous faire un projecteur assez long, mais l'ayant vécu de l'intérieur, je vous confirme que négocier dans ce contexte n'est pas facile. Et la deuxième fois, on a pris du temps, des éléments de diagnostic qui ont été partagés par l'UNEDIC à l'automne dernier, une vraie séance de diagnostic partagé pendant 2 mois et demi entre les partenaires sociaux avec des gens qui, l'air de rien, ont dit des choses qui obligeaient chacun à regarder différemment ses certitudes, ses oukases, ses doctrines. Et je veux donner 2 exemples qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est qu'on a expliqué pendant 5 ans que l'explosion des contrats de courte durée était le premier responsable de déficit de l'assurance chômage. Je veux donc profiter de ce que j'ai la parole pour rappeler à tout le monde, comme je l'ai fait dans un journal économique dit libéral, que depuis 20 ans, la part des dépenses de l'assurance chômage issue d'une rupture de CDD ou de contrat d'intérim est stable à 40%. Je pense, même pour les mathématiciens limités, que cette exposition suffit à répondre à la question: y a-t-il un lien entre le déficit de l'assurance chômage et l'augmentation en nombre des contrats courts? Je pense que si ça avait été le cas, ça se serait vu. Et pourquoi ça ne s'est pas vu? Pour une deuxième raison que les gens ont occultée, c'est que quand on parle de nombre de contrats, c'est, si vous me permettez cette comparaison facile, comme si vous comptiez votre argent en nombre de pièces. Il y en a malheureusement ou heureusement certaines qui valent plus que d'autres. Et en l'occurrence, la façon de compter le poids économique de ces contrats, c'est de voir ce que ça représente de la masse salariale. Et il se trouve que ça représente là aussi de façon assez stable un peu plus de 2% de la masse salariale française. Donc c'est sûr qu'en se concentrant sur 2% de la masse salariale française, on n'a aucune chance de ne régler aucun problème ni de l'assurance chômage ni de l'équilibre des comptes. En revanche, l'augmentation du nombre de contrats reflète une évolution du marché du travail, une évolution des règles, une évolution des comportements, peut-être parfois de la précarité ou des choses à améliorer, mais il faut bien aller regarder au plus près du terrain, et l'idée et l'imagination dans cet accord, c'est de dire, acceptons que pendant un certain temps, les gens, les secteurs et les branches où il se passe des choses,
on leur laisse une période de discussion, de négociation, appelons-le comme on veut, pour qu'ils construisent un diagnostic partagé et des premières idées de solutions quand il y en a. Et sur cette base-là, on verra ce qu'il faut faire. Je pense qu'on change de paradigme. Au lieu d'appliquer une mesure uniforme, totalement inefficace, dite de taxation des contrats courts, qui d'ailleurs existe depuis 2013, on se dit allons voir au plus près du terrain, laissons le temps et la place aux gens de trouver des solutions, d'identifier des difficultés, laissons-leur proposer des choses et puis on verra pardon, si on peut le mettre en œuvre. Donc je vois là effectivement des idées, des façons de faire différentes et d'ailleurs au bout du compte j'espère des résultats très différents. Sur la simplification, j'ai bien noté la petite, non pas pique, mais trait d'humour sur la complexité du système de représentativité patronale. Je veux donc le redire parce qu'à l'époque nous n'avons pas été entendus. La maison que je dirige et un certain nombre d'autres militent pour une règle très simple qui est de partir de l'adhésion et de la cotisation. Et là, croyez-moi, c'est très facile à mesurer et très facile à attester. Pour des raisons qui appartiennent aux uns et aux autres, et notamment compte tenu de la diversité du monde patronal, notamment interpro, il a été construit un système dans lequel on allait mesurer la représentativité en nombre d'entreprises. Il n'y a pas plus grand défenseur que moi des PME, de l'enfer qui leur est fait par la réglementation et du fait qu'il faut leur donner des solutions adaptées. Mais m'expliquer que pour mesurer un poids économique, une entreprise à 2 vaut la même chose qu'une entreprise à 30 000, là aussi l'ingénieur que je suis a un peu de mal à s'y faire. Et donc on a fini par construire quelque chose, faute d'avoir accepté un choix simple au départ, qui est de dire, il y a bien une réalité au nombre d'entreprises, il y a bien une réalité au nombre de salariés, on va pondérer les deux. Et c'est là qu'on est rentré dans la discussion de marchand de tapis entre organisations qui a conduit au compromis sans doute pas inoubliable, mais dont j'espère que les résultats montreront finalement ils permettent d'avoir un reflet assez juste de la situation de l'économie française et des différents acteurs. Je n'ai pas de chiffres, donc ni même confidentiellement, Monsieur Le Petre, n'ayez pas d'inquiétude, je ne vous cache rien. On va voir le résultat, mais encore une fois, là aussi, quand on a une difficulté, il faut aller chercher la cause de cette difficulté à la racine. Et c'est bien parce qu'à un moment donné, on a refusé de faire un choix simple qui consiste à dire que dans un monde associatif, même syndical, qu'il soit patronal ou salarié, ce qui fait la valeur, c'est l'engagement de l'adhérent, ce qu'on est prêt à payer, ce qu'on représente comme engagement, qu'on se débat avec tout ça. Quant à la question sur la BDES, écoutez, tant qu'on est dans ce schéma où on n'a pas donné aux entreprises la liberté de construire la BDES qu'ils souhaitent, je pense que je ne me précipiterai pas sur la réouverture de ce dossier parce que telle qu'elle est construite, elle est totalement inapplicable, elle est déjà difficile à appliquer chez les grands et les moyens. Donc faisons les choses dans l'ordre, créons l'outil, mettons-le à disposition de tout le monde avec la liberté suffisante et ensuite je militerai pour que chacun puisse s'en saisir. Sur les nouvelles formes de salariat, la généralisation du régime des intermittents, là aussi, le régime aujourd'hui, il s'appelle assurance chômage. Dans assurance chômage, il y a assurance. Donc en gros, on assure un risque. Je ne sais pas s'il y a des assureurs dans cette salle, mais en tout cas, je suis sûr d'une chose pour en connaître quelques-uns, ils ne seront jamais d'accord pour assurer un risque dont l'assuré a la maîtrise du déclenchement. Donc par nature, on assure une perte involontaire d'emploi. C'est un principe qui permet au système de fonctionner. Et quand on va regarder vers des systèmes de travail indépendant, que je respecte là aussi plus que tout, on ne peut pas caractériser simplement et objectivement une perte involontaire d'activité. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. On y arrive à peu près pour la garantie pour les chefs d'entreprise, parce qu'il y a des éléments objectifs de licenciement, enfin en tout cas de résiliation d'un contrat de mandat social ou de faillite de l'entreprise. Donc il y a bien des éléments objectifs qui permettent de le caractériser. Dans le monde du travail indépendant, notamment avec le développement des auto-entrepreneurs, on a prévu d'ailleurs dans le cadre de l'accord chômage de continuer à réfléchir à cette problématique, parce que c'est par ailleurs une vraie question. Les nouvelles formes de travail, le développement de ça pose la question de l'expression d'une forme de solidarité ou d'assurance vis-à-vis de ces gens-là. Mais l'intégrer dans un régime qui est construit sur la protection contre la perte involontaire d'activité ne fonctionne pas. Et comme vous l'avez dit, je ne veux surtout pas ouvrir de conflits ou de difficultés à l'aube d'une élection, mais le régime des intermittents est juste l'illustration de ce qui se passe quand les salariés ont la maîtrise de l'arrêt de leur activité.
de façon totalement légitime, l'intégralité des droits sont consommés. Et donc ça coûte plus cher qu'un régime où on assure la perte involontaire d'emploi. Et à la limite, ce sujet-là est déjà un point qui pourrait poser question, mais en plus, la collectivité assure une indemnisation selon des règles différentes. Parce que les règles d'indemnisation des intermittents sont différentes des règles générales. En termes de... Pour plein de raisons, là aussi, totalement légitimes. La question, est-ce aux salariés du secteur privé de payer de façon significative pour des règles sans doute nécessaires au bon fonctionnement du secteur de la culture, sans doute nécessaires à l'expression d'une solidarité sociale et de difficultés de niveau de salaire faible, d'intermittence réelle. La question n'est pas de savoir si le régime des intermittents est juste ou pas juste. La seule question qui se pose, c'est de savoir qui paye un régime de solidarité qui est finalement un régime de financement d'une partie de la culture. Moi, je suis très humble par rapport à ça. C'est un régime que je ne connais pas très bien, qui, je pense, a plein de raisons, a une vie propre. Il y a un dialogue conventionnel et social dans la branche qui est intéressant. Ils ont signé, eux, au printemps dernier, un accord de révision des règles sur le régime d'assurance chômage des intermittents, avec un certain nombre d'évolutions tout à fait intéressantes. Mais ils n'ont pas les mêmes règles que nous. Ils n'ont pas les mêmes droits ni les mêmes devoirs que nous. Et donc se pose une question de la manifestation de la solidarité entre secteurs quand les règles ne sont pas les mêmes. Vous avez parlé de la qualité des intervenants pour le dialogue social. Ben ça, j'allais dire, c'est la principale question qui est posée aux organisations d'employeurs. Si on veut un dialogue social de qualité, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, je le redis ici, il faut être prêt à investir sur nos interlocuteurs. Ça veut dire des interlocuteurs formés, des interlocuteurs valorisés, ça veut dire aussi des parcours. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait quand les gens ont fait 1 ou 2 mandats? Comment on assure leur retour dans l'entreprise? Quand on élargit le champ du dialogue social, qu'on donne à l'entreprise de formidables outils d'adaptation et de trouver des solutions, il vaut mieux des gens formés et compétents en face de vous pour trouver les bons équilibres. Croyez-moi, si vous prenez celui qui dit oui à tout, il va vous signer un accord, puis à l'application de l'accord, ses mandants vont être tout sauf contents. Et après, il n'en signera plus aucun. Donc c'est un très mauvais investissement. Vous vous êtes fait plaisir one shot, mais après, le dialogue social n'existe plus. Et donc, est-ce que les entreprises, est-ce que les entrepreneurs sont à un moment donné en échange de cet espace de liberté, en échange de ce qu'on peut faire de bien avec le dialogue social, prêts à s'engager sur de la formation, sur des parcours, sur la validation des acquis? On apprend de la négociation, on apprend de l'économie, on apprend plein de choses, ça vaut quelque chose. Arrêtons de faire de cet endroit un lieu de conflit où on imagine que parfois c'est les planqués et les gens qui veulent surtout pas d'ennui qui vont se mettre. Mais là aussi, posons la question de la cause racine. L'espace de liberté, les obligations de négociation ont contribué à créer un dialogue social complètement corseté et artificiel. Et donc les deux réformes vont de pair. Élargissement du champ du dialogue et investissement des entreprises sur la formation de leurs interlocuteurs. Mais là aussi, je l'ai vu dans la négociation de dialogue social et dans ce qui s'est passé sur la loi Rebsamen, comme on l'a fait dans l'assurance chômage, échanger un droit plus long qui n'est pas légitime et qui enferme les gens loin de l'emploi, contre un droit à la formation qui permet de les rapprocher plus vite, au moment où on va, et j'espère continuer à simplifier les instances orientées du personnel, un jour aller vers l'instance unique, pourquoi ne pas échanger une réduction du nombre d'heures global, parce qu'il y aura quand même besoin de moins de réunions et d'un peu moins de monde, on a quand même certaines situations aujourd'hui totalement absurdes, contre un investissement de l'entreprise sur de la formation de ces gens-là, sur l'organisation de parcours. Pourquoi ne pas fixer un principe qu'effectivement les gens, en échange du fait que la règle de droit c'est 2 mandats, il y a un cursus qui est organisé, des éléments de valorisation et qu'on organise le retour, qu'elle soit devant être supplétive, c'est-à-dire qu'une entreprise qui veut et les parties sont d'accord pour faire plus de 2 mandats, au nom de quoi leur interdirions-nous? Mais si on veut avoir un lien avec l'entreprise, si on veut des interlocuteurs formés, légitimes dans l'atelier, parce que vous savez, quand vous discutez d'un sujet avec un interlocuteur, si vous savez ce que c'est que le dialogue social, votre première préoccupation doit être: est-il respecté et légitime dans votre atelier? Si la réponse est non, vous pouvez terminer la réunion, ce qu'il vous dira est sans valeur. Parce qu'il sera incapable d'aller expliquer la décision qu'on a prise ensemble à ses mandants. Et c'est quand même lui qui est leur représentant, et donc s'il n'est pas capable de porter légitimement le compromis ou l'accord que vous avez trouvé, cet accord ne vaut dans la durée rien d'autre que de la frustration et des manifestations et des mouvements sociaux.
ben voilà, des interlocuteurs légitimes, formés, valorisés. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un compromis intelligent à faire entre multiplication d'ordres de délégation, multiplication d'instances, et une organisation intelligente de ce dialogue social pour répondre à pas mal des préoccupations que vous avez exprimées? Alors le Fordisme, ben, le monde change, ça c'est clair. Et j'allais dire l'organisation de nos entreprises, qui était historiquement verticale, organisée, réglementée, hiérarchique, je pense que dans moins de 10 ans, ça n'existera plus. En tout cas, celles qui resteront organisées comme ça auront beaucoup de soucis à se faire. Travail collaboratif, organisation horizontale, gestion par projet, c'est l'avenir de nos entreprises, quelles qu'elles soient. Alors on le fait heureusement très souvent sans le savoir, mais pas toujours organisé. Et cette révolution, il ne faut pas non plus se tromper de diagnostic. Quel va être le principal frein à cette évolution? La hiérarchie intermédiaire. C'est elle la victime de cette évolution. Et donc c'est elle qu'il faut accompagner, qu'il faut faire comprendre qu'ils vont passer d'une organisation verticale avec un pouvoir hiérarchique de management à un rôle d'animateur de projet, d'animateur d'équipe, où il faut que leur légitimité soit d'abord la compétence et pas le poste. C'est des vraies transformations, c'est des formidables opportunités. Et c'est l'occasion de montrer que ce n'est pas en baissant les salaires mais en les montant, en rajoutant de la formation et de la compétence qu'on sortira la France et son industrie de l'ornière. Donc il reste des organisations, il reste des process, il reste du Fordisme, mais mettons dans toutes les structures qui nous entourent, y compris dans nos entreprises, cet espace de dialogue, de liberté, d'expérimentation. Et pour moi, l'autre mode de régulation, je l'ai évoqué en introduction, c'est l'évaluation. Je vais prendre un tout petit exemple, on en a parlé, la formation professionnelle. J'ai la chance depuis 2 ans de diriger une branche exemplaire dans ce domaine. Tout ce qui est fait dans nos centres de formation est en permanence évalué autour de 3 critères simples. Est-ce que les gens qui rentrent vont jusqu'au bout? Est-ce que les gens qui vont jusqu'au bout ont leur diplôme? Et est-ce que les gens qui rentrent ont un travail après? Ça paraît simple et de bon sens. Ben, nous avons cette chance que plus de 80% des gens qui rentrent vont jusqu'au bout et ont leur diplôme. Et plus des 2/3 des gens qui rentrent ont un travail, 6 mois après. Et dans la très grande majorité des cas, en CDI. Voilà des critères assez simples, qui me semble-t-il pourraient être organisés en face de chaque formation. Et donc d'avoir un principe qui consiste à dire que l'État et nous, au lieu de nous occuper de listes de formations jamais parfaitement adaptées, d'essayer de contrôler je ne sais pas quoi sur le fait que peut-être un jour un salarié va aller faire de l'anglais ou du turc, dont on n'a pas besoin, on se concentre sur la mise en place d'outils d'évaluation qui fait que quand il rentre dans une formation, il sait parfaitement en termes d'amélioration de son employabilité où ça l'emmène. Il y a encore du chemin, mais on est dans des nouvelles formes de régulation complètement transparentes, complètement souples, complètement mobiles. Et même si ces temps-ci, c'est pas à la mode, mais l'évaluation des chauffeurs Uber est très efficace. Quand vous voyez arriver, vous regardez la note, hein, s'il a moins de 4 étoiles, vous cliquez non et vous attendez qu'il y en ait un autre qui arrive, parce que vous savez qu'il ne sera pas bien sérieux. Et donc les gens qui voient leur note descendre réagissent tout de suite. À mon avis, en matière de formation, ça marchera très très bien aussi. Là aussi, le temps. Il faut du temps pour structurer tout ça, il faut du temps pour changer nos règles. Arrêtons de passer à la réglementation au contrôle, pour passer à l'incitation et l'évaluation. Faisons confiance aux gens, faisons confiance aux entreprises, faisons confiance à nos salariés. Et je suis sûr que notre pays ira beaucoup mieux. J'ai fini pour ce paquet de questions, je crois. Non, j'avais la gestion... Ah oui, pardon, sur la gestion paritaire, j'ai dit un mot de la forme pro. Sur la protection sociale comme sur l'emploi, je pense que sur l'emploi, c'est chômage. On en a largement parlé. Je pense que c'est un accord exemplaire qui, j'espère, portera tous les fruits que j'en espère en termes de résultats et aussi en termes de méthode. Sur les sujets protection sociale, là aussi, acceptons de mettre de la transparence. Plutôt que de dire il faut réguler les frais de gestion d'un OPCA ou les frais de gestion d'un groupe de protection sociale, obligeons juste, avec des outils simples, à une transparence parfaite et à la liberté de choix des entreprises. Et croyez-moi, quand ils mettent de l'argent dans un système, entre celui qui leur prend 15% de frais de gestion et celui qui leur prend 1,5, dans la durée, je pense qu'ils feront leur choix. Sauf si la qualité de service et la réponse spécifique de celui qui prend 15 est à la hauteur de ce qu'il exige. Pourquoi aller réglementer? Pourquoi aller casser? Mettons juste un peu de transparence et de liberté dans tout ça, obligeons juste les gens à dire ce qu'ils font, et ensuite laissons les branches comme les entreprises choisir
C'est ce que certains appellent le libéralisme, c'est ce que j'appelle la liberté. C'est au fronton de nombreuses mairies et je pense que c'est porteur d'avenir, à condition, comme ça a été dit avant, que ce soit encadré, c'est-à-dire que l'État reprenne son rôle, fixer les grandes règles, assurer la sécurité collective vis-à-vis évidemment du terrorisme, mais aussi des pratiques tout à fait scandaleuses qu'on peut observer ici ou là. Je peux penser à la fraude au travail détaché. Mais la fraude au travail détaché, ce n'est pas la lutte contre le travail détaché. C'est deux sujets différents. Que là aussi, depuis 2 ans, on amalgame de façon scandaleuse. Trouvons les outils pour lutter contre la fraude, ne faisons pas disparaître des outils qui fonctionnent. Arrêtons ces amalgames et posons-nous quelques bonnes questions. Et je pense que là aussi, en termes de gestion paritaire, en termes de rapport avec l'État, le jour où on est capable de faire cette révolution, on se réveillera dans 5 ans avec un pays profondément transformé, sans conflits sociaux, sans drame, et avec des entreprises qui iront mieux, un chômage qui aura fortement baissé, et je pense des Français qui retrouveront la joie de vivre, qui est si belle caractéristique de notre pays.